Monsieur Chauffeur. Voilà. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je voulais remercier l'équipe du Master Agile pour avoir proposé d'intervenir cet après-midi sur une thématique assez particulière. Moi, j'ai presque 10 ans d'expérience sur la numérisation du patrimoine depuis que je suis sortie d'études, principalement auprès des établissements culturels. Aussi bien de manière très transversale, musées, bibliothèques, archives. Et depuis quelques années, a vu émerger des besoins aussi dans le secteur privé, mais toujours liés au patrimoine, voilà, mais au patrimoine des entreprises. Et c'est sur cet aspect-là qu'on m'a demandé de vous présenter ce que j'ai pu, moi, observer sur ces dernières années. Alors, rapidement, voilà, juste pour vous expliquer un petit peu mon parcours. À la base, j'ai fait des études d'histoire de l'art et j'ai fait ensuite un master professionnel sur le patrimoine écrit et édition numérique où étaient abordées justement ces questions de numérisation patrimoniale. Ça m'a permis par la suite de travailler au sein de la BNF. Alors, on a parlé justement ce matin de la numérisation de masse 2005-2009. Moi, je suis arrivée courant 2007 sur ce parcours justement de numérisation de masse à la BNF. Et puis, je suis passée ensuite côté prestataire. Voilà, j'ai été chargée de projet, puis ensuite responsable de production chez un prestataire de numérisation. Et cet aspect-là des choses m'a permis de voir vraiment l'aspect production, l'aspect technique, mais également de collaborer avec énormément d'institutions. Et l'aspect transversal des choses, je l'ai énormément vu par ce biais-là, puisqu'on était aussi bien prestataire d'archives, archives nationales, archives départementales, municipales, bibliothèques, bien entendu, et musées. Donc ça m'a permis d'avoir une vision assez large aussi des demandes qui sont assez différentes d'un établissement à un autre et également avec l'émergence du privé sur ces dernières années. Voilà. Il y a un an, je me suis lancée justement sur cet accompagnement des projets de numérisation aussi. Pourquoi justement ce genre d'entreprise? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, elles se disent de numériser ce patrimoine-là? Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que ce matin, on a énormément parlé du secteur public, de l'accessibilité de l'information, de la visibilité de l'information. C'est également, je dirais, le même objectif dans le secteur privé. On va numériser pour pouvoir avoir un accès à une information. C'est juste que le but même de l'information ne va pas être la même chose, effectivement, qu'un chercheur qui va vouloir démontrer des hypothèses et pour lequel il va aller faire ses recherches. Là, effectivement, le chercheur, c'est l'employé au sein d'une entreprise. Cet employé, ça va être qui? Ça va être le commercial, ça va être le styliste, par exemple, pour toutes les entreprises de mode. Ça va être le chargé de communication, ou ça va être la personne qui va être en charge du juridique dans l'entreprise. La numérisation, pour valoriser l'entreprise, la numérisation va justement aider à apporter une légitimité. Alors cette légitimité, elle va être sur toutes ces histoires de marque. C'est-à-dire une marque qui dure dans le temps, et pour pouvoir le prouver, il va falloir à un moment donné justement montrer des preuves, donc montrer et la numérisation de ces documents-là en tant que tels sont des preuves. Là, on tombe très très proche de ce que les archivistes d'entreprise en fait vont faire au quotidien, c'est-à-dire effectivement pouvoir archiver des documents à valeur probante qui vont prouver la création de la marque, la création d'un produit, la création d'un service également. Tout cet aspect-là de légitimité va avoir plusieurs aspects. La première chose, une valorisation plutôt positive de l'entreprise. Une marque et une entreprise qui dure dans le temps, qui existe depuis 100 ou 150 ans. Aujourd'hui, il y a une forte communication en interne dans cette entreprise-là.
Ça permet d'avoir souvent ce que vous allez entendre, le fameux esprit d'entreprise. C'est toujours lié à un moment donné à l'histoire. On va rappeler la création de l'entreprise, surtout s'il y a eu une forme de saga familiale derrière, etc. Et puis, ils vont aussi pouvoir s'appuyer par l'intermédiaire de ces documents-là sur une communication externe. Aujourd'hui, ils l'utilisent beaucoup pour pouvoir rappeler que la marque est française, qu'il y a encore une fabrication made in France, que c'est un savoir-faire qui perdure depuis X dizaines d'années. Alors là, j'avais mis en hors-sujet, mais ça prouve toujours aussi l'engouement. C'est également des reprises de marques, c'est-à-dire des marques qui se sont éteintes il y a 10, 15, 20, parfois 30 ans. Et aujourd'hui, ces marques sont rachetées. Et pourquoi est-ce qu'elles sont rachetées? C'est tout simplement pour leur histoire. Et à un moment donné, pour pouvoir revaloriser cette histoire-là, il y a tout un travail de recherche des documents qui sont faits pour pouvoir prouver cette histoire-là, pour pouvoir prouver la création de la marque. Et tout ça est fortement lié en fait à la numérisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démarche de recherche de ces documents sans numérisation aujourd'hui dans l'entreprise. Ensuite, les autres aspects qui peuvent être intéressants pour une entreprise de numériser son patrimoine va être très clairement la pérennité de son entreprise. Alors, qu'est-ce que j'entends par pérennité? C'est qu'aujourd'hui, dans un certain nombre d'entreprises PME principalement, aujourd'hui, l'accessibilité de l'information est extrêmement liée à ce qu'on appelle des personnes ressources. C'est-à-dire des personnes qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, qui ont parfois fait toute leur carrière en fait, dans une entreprise. Et ils ont constitué parfois leurs propres documents de travail qui sont dans leur bureau. Ce sont des documents physiques, ce sont des dossiers, et parfois même beaucoup de choses tout simplement qui sont dans leur tête. C'est eux qui ont l'histoire de l'entreprise. Sauf que ces personnes-là, quand elles partent à la retraite, il n'y a absolument plus aucune pérennité de toutes ces informations-là. C'est-à-dire que la personne part et l'entreprise a ce bout d'histoire-là qui est complètement laissé à l'abandon. Il peut y avoir une personne, 2 personnes, 3 personnes. Je suis intervenue moi l'année dernière dans une PME justement du secteur textile pour lequel 60% des gens partaient à la retraite dans les 5 ans. Lorsque l'entreprise a été rachetée justement par un grand groupe, ils se sont dit qu'ils couraient à la catastrophe s'il n'y avait pas une vraie accessibilité d'information. Donc on a mis en place ensemble des séries d'interviews justement avec ces personnes ressources pour pouvoir leur faire parler de l'histoire de l'entreprise et également pour pouvoir retrouver des informations écrites de l'histoire de l'entreprise, de l'histoire de la marque, de l'histoire des textiles, puisqu'en l'occurrence c'était une fabrique de textiles de luxe, et de pouvoir justement retrouver tous ces documents-là qui étaient disséminés dans les 1000 mètres carrés d'atelier de l'entreprise. Il a vraiment fallu faire une chasse au trésor et aller refouiller dans tous les placards et de pouvoir justement reclasser, refaire un vrai archivage et dans le but de numériser tout ça pour en faire ensuite une base de données. Ce qui permettait aux personnes qui allaient partir à la retraite de s'assurer que la majorité des informations, autant que possible, allaient rester au cœur de l'entreprise et que l'entreprise puisse perdurer dans ses process de fabrication. On est aussi très très proche vraiment de cette question de mémoire de l'entreprise, qui est vraiment très très importante. Par ailleurs, ça permet aussi aux entreprises d'avoir une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'ils veulent vendre demain. Il y a toujours quand même cette étude le champ disciplinaire de l'histoire, c'est sa définition même, c'est étudier le passé, regarder ce qui se fait au présent et pour pouvoir réfléchir véritablement sur l'avenir. C'est exactement de la même manière sur l'histoire économique au sein d'une entreprise. Principalement sur un projet client, comment ça va se passer en entreprise? On va définir les objectifs ensemble de ce qu'ils souhaitent. Là, c'est toujours, l'idée de la numérisation va forcément venir à un moment donné de la direction générale. C'est-à-dire qu'un projet qui va réclamer un coût important ne peut être que lancé par la direction générale d'une entreprise. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, le directeur ou la directrice se dit qu'il y a une priorité de numériser les documents pour pouvoir avoir effectivement une vraie recherche sur ces données-là et qu'il y aura un intérêt pour l'entreprise derrière.
derrière, de recherche et développement, de communication, enfin voilà, de toutes ces étapes que j'ai précisées juste avant. Donc on va définir les objectifs de ce qui importe le plus. À partir de ces objectifs-là, ça va nous permettre de définir les documents, donc leur typologie, et également les personnes, comme je vous disais aussi, les personnes ressources, qui vont être intéressantes à interviewer. Et là, on arrive, je dirais assez bêtement, à de l'archivage, hein, c'est-à-dire ce que va faire un archiviste, c'est-à-dire qu'il va réfléchir à sa classification, au rangement, à un inventaire, et pour pouvoir préparer les documents à la numérisation. Ensuite, on passe effectivement à la mise en place de la numérisation et ses spécificités techniques. La mise en place de la numérisation, ça va être vraiment sur toutes ces réflexions de est-ce que je souhaite des métadonnées, et si oui, à quoi elles vont me servir? Est-ce que la base de données actuelle au sein de l'entreprise peut permettre d'intégrer mes images? Sinon, il va falloir que je réfléchisse à est-ce que je développe en interne, est-ce que je développe en externe? Est-ce qu'il y a des recommandations particulières à faire sur les manipulations des documents, sur les niveaux de confidentialité aussi au sein de l'entreprise? Et ensuite, je dirais les spécificités techniques assez basiques que là, pour le coup, on retrouve pour n'importe quel type de projet, qui va être la rédaction du cahier des charges, à quelle résolution, quelle définition des images je souhaite, jusqu'à quel niveau aussi de numérisation j'avance. C'est-à-dire, est-ce que je fais du rétroactif complet sur toutes les typologies de documents qui m'intéressent? Est-ce qu'au contraire, je réfléchis à ce qu'on parlait ce matin de corpus thématique, sauf qu'au sein d'une entreprise, on ne va pas appeler ça un corpus thématique, mais on va plutôt se dire quelle thématique légale, par exemple, je m'attelle. Donc, est-ce que je ne fais numériser que les documents qui ont une valeur probante juridique, qui vont prouver mes process de fabrication, qui vont prouver, par exemple, alors quand je parle de process de fabrication aussi, c'est aussi simple que pour une entreprise de textile, les croquis, des dessins. Voilà, c'est-à-dire que les empreintes, ce qu'on appelle une empreinte de textile, donc ça va être les croquis, par exemple, de dessins de fleurs, que le styliste va avoir inventé pour la création de ce tissu-là. Et puis les différents essais de tissus qui vont être produits suite à ça, où on va se dire, je ne sais pas, j'invente, je fais 80% de soie, 20% de coton, ou avec peut-être, je rajoute 1% d'élastomère, etc. C'est-à-dire qu'il y a aussi une réflexion, même de la numérisation, même du produit fini. On fait de la numérisation de tissu aujourd'hui. Ça ne pose pas de problème. On va numériser également ce produit fini-là, qui va être la preuve que l'entreprise a créé à une date précise ce type de tissu-là. L'intérêt pour l'entreprise, sur ce genre d'exemple-là, ça va être de plusieurs ordres. La première chose, d'un simple point de vue juridique, pour des questions de plagiat ou de contentieux. Une marque en attaque une autre en disant ce n'est pas du tout, vous nous avez piqué l'idée, on avait déjà créé le modèle en telle année. Il faut que la personne et l'entreprise qui soit attaquée puissent prouver si oui ou non, en fait, cette attaque est légitime. Ça peut être également d'un autre point de vue, c'est-à-dire que pour la production même, dans l'entreprise dans laquelle je suis intervenue l'année dernière, chez Sfat et Combier, ils s'étaient aperçus qu'au sein de leur service recherche et développement, comme ils ne gardaient très peu de traces de ce qu'ils avaient fait depuis ces 20 dernières années, la directrice m'a dit, je suis sûre qu'on a refait en développement des tissus qu'on a déjà créés il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans. Sauf qu'aujourd'hui, je n'ai aucune preuve, à part vous dire que j'en suis sûre statistiquement, mais il n'y avait aucune traçabilité de ça. Donc vous imaginez bien pour une entreprise le gain de temps que ça pourrait avoir derrière, grâce à des références, grâce à une indexation aussi correcte, parce que derrière la numérisation, il n'y a pas que d'avoir fait des images d'un point de vue technique, c'est aussi de se dire comment est-ce que derrière je valorise l'image. On a vu ce matin une intervention sur Gallica. Au sein même d'une entreprise, ça va être effectivement la réflexion de la base de données images. Comment j'indexe derrière? Quelle est la réflexion sur les métadonnées pour pouvoir avoir accès à l'information qui m'intéresse? Et justement,
Là, en l'occurrence, par exemple, sur le tissu, on avait une réflexion sur la composition, de se dire que ce qui était intéressant pour eux, c'était de pouvoir faire une indexation, pas forcément sur la couleur, donc voilà, donc sur les teintes, il y avait effectivement sur la composition et sur les motifs. Voilà, ça c'était des champs interopérables qui étaient pour eux extrêmement importants. Et également aussi d'un point de vue commercial, parce que quand un de leurs clients leur disait « moi j'aimerais bien que vous me présentiez tous les tissus que vous avez en 90% soie », et bien aujourd'hui ils étaient incapables de le faire, à part en allant eux-mêmes dans leur magasin, et la commerciale qui était là depuis 30 ans, qui savait et qui connaissait ces modèles par cœur. Voilà, donc j'ai globalement d'ailleurs un peu explicité ça. Je ferai juste une petite aparté sur le contrôle qualité également des prestations, qui est aujourd'hui aussi un point qui me semble assez important dans tous les chantiers de numérisation, d'ailleurs que ce soit public ou secteur privé. Il y a cette question à un moment donné de dire j'ai fait appel à un prestataire privé qui a numérisé mes documents, j'ai un lot d'images, et puis il va falloir à un moment donné contrôler ces images. Souvent, je ne vais pas dire tout le temps, mais souvent, cette partie-là n'a pas été forcément anticipée. Or, il y a eu des demandes de spécificités techniques, souvent rédigées sous un cahier des charges ou sous une consultation, et on se retrouve avec les images et soit on part du principe que le prestataire a forcément suivi ce qu'on lui a demandé, soit quand même globalement on se dit aussi que l'erreur est humaine et qu'il va falloir quand même contrôler et s'assurer que les demandes initiales ont été correctement appliquées par le prestataire. Donc ça c'est une petite aparté, mais c'est aussi pour dire que c'est à mon sens une chose très importante à prendre en compte pour tous les établissements, vraiment publics ou privés, et j'insiste là-dessus, parce que trop souvent cette étape-là est un peu zappée ou sous-dimensionnée. Quand il vous arrive 30 ou 50 000 images à contrôler, ça ne prend pas 2 jours. Il faut vraiment avoir réfléchi en amont à ce que vous souhaitez véritablement contrôler, la liste des erreurs qui vous semblent, parce qu'on parlait des erreurs majeures ou mineures, vous pouvez trouver dans les cahiers des charges, mais ce qui est important pour vous sur la réussite de votre projet, vous ne pourrez pas tout vérifier en exhaustif. Il y a des normes aussi qui existent d'échantillonnage pour vous permettre de ressentir justement le niveau de qualité de la prestation des images. Et ça, c'est une partie extrêmement importante. Rapidement, parce que je vois que ça passe déjà très très vite, les difficultés sur un projet de numérisation. Les premières difficultés qui vont ressortir, ça va être tout simplement sur une question de communication entre votre prestataire et vous. C'est-à-dire qu'une bonne expression des besoins, déjà, ça vous garantit a priori un bon résultat aussi chez le prestataire. Une très bonne anticipation avant de lancer la consultation. C'est-à-dire qu'en entreprise, ce que j'essaie de leur expliquer, c'est que certes, ils ont souvent un besoin rapide. C'est-à-dire que quand tout d'un coup ils se rendent compte que s'ils avaient accès à l'information, ils pourraient faire plein de choses, ils ont envie que dans les 6 mois, le projet soit terminé. La réalité, elle est autre. Et ça, je pense que vous le savez pour ceux qui font déjà des projets de numérisation. On ne peut pas clôturer un projet de numérisation en 6 mois. Il y a une anticipation, il y a une phase de préparation à faire qui est extrêmement importante et pour laquelle il faut vraiment se poser. Il faut réfléchir justement face à la multitude aussi de solutions matérielles, la multitude des acteurs en prestation de services, également des logiciels d'intégration, c'est-à-dire quand il faut tout mettre en place, la réflexion de se dire est-ce que je fais un portail web ou pas, est-ce qu'il y a cette question de est-ce que je ne fais que de la valorisation, est-ce que je n'ai besoin que d'une base de données vraiment en interne, ou est-ce que je veux aussi à un moment donné la basculer en externe, voilà. Tous ces choix-là sont à faire dès le départ et ne sont pas à faire une fois que le prestataire est choisi. C'est vraiment avant de lancer la consultation qu'il faut réfléchir à tout ça. Et enfin, les autres difficultés, et ça a déjà été aussi évoqué ce matin, et ce sera pareil aussi en entreprise, il y a un équilibre à trouver entre les moyens financiers et l'ambition de départ. C'est-à-dire que forcément, l'ambition de départ, on veut énormément de choses, on veut un projet parfait, et puis on se rend compte que les choses vont coûter très cher. Donc à un moment donné, on commence un peu à épurer, et là aussi c'est pareil, c'est un équilibre à trouver entre
L'objectif vraiment final est est-ce qu'on va vraiment pouvoir externaliser, internaliser et les moyens financiers et humains que l'on aura. Dernière partie, sur le blocage en fait, de la numérisation. Parce que là, je vous parle comme si toutes les entreprises étaient hyper open sur la numérisation de leur patrimoine, ce qui n'est pas véritablement le cas. D'ailleurs, je devais à la base, on m'avait contacté pour intervenir, pour parler du cas client de Moët et Chandon, puisque j'ai collaboré avec eux l'année dernière. Sauf que je n'ai pas pu vous présenter ce cas client pour des questions de confidentialité. Donc je suis obligée de vous parler d'un point de vue aussi général avec les clients avec lesquels j'ai travaillé l'année dernière et aussi ceux que je continue de démarcher et que je continue un peu d'évangéliser, on va dire, sur cette numérisation du patrimoine et de dire qu'elle n'est pas que d'un point de vue culturel et sur les établissements publics, mais que les entreprises ont aussi du patrimoine à valoriser. Alors il y a des blocages très clair, aussi bien conscient et inconscient dans les entreprises. Le premier blocage, il est que les entreprises ont l'impression de ne pas avoir de patrimoine. Voilà, c'est quand on arrive avec le mot patrimoine, déjà, premièrement, ils vont penser au patrimoine immobilier, donc rien à voir avec ce que nous, on entend dans le patrimoine culturel. Mais pour eux, leur entreprise n'a pas de patrimoine en tant que tel. Les archives, c'est pas du patrimoine. Voilà. Alors, il y a déjà un travail même de formation à faire avec eux. Et parce qu'en fait, en discutant avec eux, on s'entend à un moment donné sur les termes. C'est juste qu'eux n'utilisent pas forcément le terme de patrimoine. Si vous leur parlez de l'histoire de leur entreprise, là, oui, il va commencer à avoir une accroche. Si vous leur parlez de la création même d'une marque, là, effectivement, ils vont vous dire « Ah mais oui, on a des choses à raconter là-dessus, mais je sais pas si on a gardé les papiers, ou alors il faudrait aller demander à un tel, sans doute je crois qu'il se rappelle de comment ça a été créé. » Voilà. Donc, il y a ces choses-là à mettre en place aussi avec eux. Il y a des questions de vocabulaire, puisque ce que nous, on va appeler patrimoine ou archive, ou documentation, pour eux, on ne va pas utiliser les mêmes termes. Voilà. J'ai eu des entreprises pour lesquelles le patrimoine, ce mot effectivement n'existait pas, et en fait, tout ce qui était document papier, c'était de la documentation. Voilà. Et en discutant avec eux et en allant voir dans leurs armoires, ils appelaient aussi documentation, des documents du 19e siècle dont ils se servaient encore pour pouvoir créer leur motif de style. Et donc il y a tout un aspect aussi de formation et pour pouvoir toucher les entreprises. Et je pense très clairement qu'il y a une question de vocabulaire. Ensuite, il y a le coût du projet, parce que bien entendu, en entreprise, si vous leur dites qu'il faut dépenser de l'argent pour ce genre de choses, il faut tout de suite arriver avec des arguments pour leur dire en quoi cela va leur être utile et en quoi ils vont avoir un retour sur investissement. Donc là, le retour sur investissement, il est très clairement sur les aspects que j'ai un peu évoqués au début, c'est-à-dire sur la communication interne, sur la communication externe, mais également un intérêt sur tout ce qui va être recherche et développement pour eux. Et puis aussi de leur démontrer qu'à un moment donné, si des grands groupes justement investissent de l'argent dans cette partie de dématérialisation de leur histoire, c'est bien qu'eux aussi ils trouvent de l'argent au final. Enfin, le dernier blocage est effectivement sur l'aspect donc financier et humain. L'obligation d'externalisation est un problème aussi pour eux pour des questions de confidentialité. C'est-à-dire qu'il y a le réflexe quand même toujours d'externaliser en entreprise, c'est-à-dire que si je n'ai pas les compétences en interne, ok je recrute, ok je demande à un expert, mais dès l'instant que ça touche au process de fabrication, ça touche à l'histoire de l'entreprise, il y a quand même à un moment donné une question de confidentialité. Et donc là, il y a aussi très peu de communication dessus. Donc c'est-à-dire que voilà, il y a les grands groupes comme LVMH qui numérisent énormément, en fait communiquent très peu dessus, ce qui n'encourage pas non plus les autres entreprises en fait à travailler sur ces sujets-là. Donc ça reste assez confidentiel et ça entretient aussi un peu toujours ce blocage de ce point de vue-là. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai encore d'autres petites choses, mais je vois que l'heure tourne. Ok, merci.
Voilà. Je vais, du point de vue d'un prestataire, faire une sorte de photo de ce qu'on fait actuellement et surtout en mettant l'accent sur tout ce qui bouge, sachant que ça fait, je crois que ça fait 2 décennies à peu près que je touche à la numérisation, la sous-traitance, le montage d'ateliers de numérisation et maintenant la direction de l'atelier qui est en pleine transition. Donc voilà, avec l'âge, j'ai l'impression qu'on perd les certitudes, on gagne de l'expérience, on a des questions. Donc, à la rigueur, attendez avec le PowerPoint, les diapos que vous allez voir. Pour moi, les diapos les plus importants sont à la fin, 3, il n'y a que des questions. Il y a que des questions. Je vais essayer d'être très vite, je m'excuse d'emblée. De toute manière, je crois que les PowerPoint vont rester accessibles pour tout le monde, hein, c'est ça. Donc, de toute manière, il va y avoir une photo avec ce qui bouge et ensuite des questions. Et j'ai l'heure en vue, donc, voyons voir. Alors, là, l'Institut international de réputation des thèses, depuis bientôt 50 ans, a une mission nationale pour la diffusion des thèses soutenues en France. D'abord comme une imprimerie, ensuite par la fabrication des microfilms, ce qui est passé, donc ça fait pas mal d'années déjà que c'est terminé. Aujourd'hui, ce qui a été fait, et ça c'est la photo, à partir des documents de tout genre, à partir des fichiers natifs, numériques natifs, on imprime, on fabrique des microfiches, on diffuse sur les serveurs et on injecte dans les infrastructures des dispositifs. C'est le rapport d'activité de l'année dernière, donc c'est juste pour vous donner une idée que cet atelier-là numérise beaucoup, mais ce n'est pas une production homogène comme une grosse entreprise. Donc c'est des centaines et des centaines de milliers de pages. Par contre, ce qui est, d'un point de vue gestion et intérêt aussi, je crois que la recherche est plus important, c'est le grand nombre de petits projets qu'on commence à gérer régulièrement aujourd'hui. Je vais défiler en vitesse certains projets, réalisations auxquelles on a contribué. IRIS, Bibliothèque numérique de Lille 1, Nordnum, réalisation en histoire sur notre propre campus. Donc un projet ANR où on a numérisé des archives littéraires. ISTEX, la plateforme mise en place par le CNRS et le ministère pour le Text and Data Mining, où on injecte des contenus. Les mémoires des étudiants, on a numérisé presque 800 qui attendent juste d'être diffusés. Donc il y a quelqu'un ici dans la salle qui, dans 3 semaines, va commencer à mettre ça dans un espace accessible. Numérisation d'une collection de photos pour le musée d'histoire naturelle ici à Lille. Maintenant, ce qui bouge. Donc, j'ai pris le même schéma et puis, en quelques mots, ce qui bouge par rapport à la numérisation, ce qui bouge, c'est une diversification des supports et d'autres modes de production. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Dans les fichiers natifs qu'on injecte dans notre système, on commence à structurer et on commence à prélever les données, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, y compris la conception de fichiers. Donc il y a quelqu'un dans la salle ici qui propose ces services dans le cadre de la NRT pour les affiches. Les fichiers qu'on a produits, qu'on a récupérés, l'OCA, ça a été évoqué déjà ce matin,
l'importance de l'OCA, aussi de l'OCA de qualité, la structuration, la création de métadonnées et cette diversification de formats traités et formats produits. En ce qui concerne maintenant les sorties de notre chaîne, si ce n'est pas une chaîne de production, Ballon de Fourche, c'est plusieurs chaînes en fait. On est toujours une imprimerie, c'est-à-dire qu'on a un espace façonnage et d'imprimerie. On va développer cette activité-là avec une veille proactive insistante qu'on est en train de préparer, avec un catalogue en ligne amélioré, gestion des clients. On le fait déjà, mais avec les moyens de bord, on peut faire ça autrement. Et à terme, transformer les catalogues en ligne en éléments du web sémantique. C'est un projet, disons, à moyen terme. En ce qui concerne les microfiches, la production des microfiches, la fabrication des microfiches à partir des fichiers, a priori, ça va s'arrêter à la fin de l'année. À ce moment-là, c'est que nous allons continuer la numérisation, c'est la transformation d'une grande collection de microfiches en bibliothèque numérique, au moins en interne. On va s'occuper de la préservation, la valorisation et la fourniture à partir de cette collection-là. Dans le cadre de Collex, sinon dans le cadre tout simplement de l'Université de Lille. La diffusion en ligne, on diversifie les bibliothèques numériques, les serveurs, c'est pas seulement les bibliothèques numériques, c'est aussi les archives ouvertes, les serveurs à travers lesquels on diffuse. Et une question que je me suis posée depuis 5 ans, depuis que j'ai la responsabilité de ce service-là, qui au départ j'ai systématiquement refusé. Mais maintenant, c'est fini. C'est-à-dire qu'on va créer on va mettre en place notre propre serveur et avoir nos propres bibliothèques numériques. C'est-à-dire que de ce côté-là, une sorte d'intégration verticale, je reviens tout de suite. Et finalement, l'infrastructure, donc, on est une partie de l'infrastructure nationale pour les thèses électroniques et de ce qu'on est en train de mettre en place cette année avec de l'argent du Conseil général, Conseil régional, excusez-moi, et la mèche, c'est l'idée de faire la liaison avec l'infrastructure Humanum pour les données de la recherche. En particulier pour les données produites par les doctorants, mais a priori, si ça fonctionne, il faut ouvrir pour tout le monde. Là, c'est les endroits où ça bouge, donc vous voyez bien qu'on est loin d'une imprimerie ou d'un lieu où on fabrique uniquement des microfiches. L'intérêt de tout ça, notamment sur le campus, parce que ce service-là va devenir un service de l'Université de Lille, en abandon de la mission nationale, c'est qu'une intégration à tous les niveaux, prestation de services, et on reste un prestataire de service, avec des points d'interrogation, mais intégré dans la formation et partie prenante dans des projets de recherche, et pas seulement comme prestataire, mais comme partie prenante. Il y a plusieurs personnes ici dans la salle qui ont été formées à la NRT et qui ont travaillé déjà pour la NRT en tant qu'étudiants. Donc, le fonctionnement, l'impact sur le fonctionnement, il y en a plusieurs. Donc, on fonctionne aujourd'hui pratiquement à temps plein en mode projet. C'est qu'il y a encore une partie qui est production courante, mais le reste c'est votre projet. Ce qui impacte aussi sur les futurs statuts, parce qu'il y a une partie là-dedans qui est activité commerciale. La gestion devient de plus en plus une gestion agile, qui n'a pas ce nom-là. J'ai utilisé le mot là, parce que ça implique un certain nombre de choses, mais c'est comment on travaille de moins en moins avec les cahiers des charges bien arrêtés, ficelés, et puis on avance en fonction des spécifications, mais on avance en fonction d'une certaine agilité en contact direct avec les clients et les usagers.
Je disais tout à l'heure, intégration verticale, c'est-à-dire qu'à la place d'être un pure player qui ne fait que la numérisation, en fait, on fait de plus en plus autre chose autour de la numérisation, certes, mais notamment en lien avec les infrastructures, création de métadonnées, mise en place d'une bibliothèque numérique. Là, on devient un service qui intègre un certain nombre d'éléments de la chaîne. Je ne perds pas de vue que sur le campus, il y a d'autres acteurs, aussi bien pour les repos graphiques, pour la bibliothèque, les SCD, notamment pour tout ce qui est donné de la recherche et création de métadonnées, donc avec les SCD, de toute manière, on a un partenariat très étroit. À terme, et on discute en interne actuellement autour de ça, c'est que est-ce qu'on reste réellement un prestataire du genre j'ai un projet, je cherche quelqu'un qui le fait. Ah, il y a l'ANRT, dans quelquefois ça s'appelle l'ANRT d'ailleurs. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'on prend en charge les personnes, les chercheurs et on les forme? Donc sous forme de Fab Lab ou Lab. J'étais surpris et content quand des collègues m'ont ramené ça, c'est-à-dire que depuis peu de temps, la bibliothèque des Archives nationales du Canada à Ottawa, ils ont mis en place exactement ce modèle-là. Ils appellent ça Numérilab. C'est-à-dire qu'il y a de l'équipement, il y a de l'espace, il y a des personnes compétentes, mais les chercheurs, ils viennent eux-mêmes, les numéristes eux-mêmes sont formés dans le cadre du projet. Donc je crois que c'est une option pour nous. Et maintenant, les questions. Et ça, je m'adresse aussi à Émilie, mais aussi à d'autres aussi dans la salle. Moi, je ne pose pas question à l'évolution de la demande et de l'offre. Vers où on va par rapport au type de document, par rapport aux prestations, c'est-à-dire que est-ce qu'on intègre tout ça? Est-ce qu'il faut aller vers TUI? Il y avait la question été évoquée tout à l'heure. Par rapport à l'océan TUI, effectivement, mon impression, c'est que ça, c'est pas quelque chose pour les professionnels, mais plutôt pour les chercheurs eux-mêmes. Ce qui voudrait dire, effectivement, on ouvre nos murs, nos salles, nos places, et puis on travaille directement avec les chercheurs, sachant que dans le réseau européen de la sciences humaines numérique d'ARIA, j'ai vu un certain nombre de projets. C'était même pas les chercheurs qui faisaient la TUI, la structuration des documents. C'était qui? Hein? Il y en a plein ici dans la salle qui devraient savoir. Les étudiants. Parce que les étudiants n'écoutent rien. Ils veulent apprendre, donc on les fait structurer des poèmes, des textes anciens et tout ça. Je crois que c'est un excellent modèle pour notre campus. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont capables de le faire, qui veulent. Donc, mise en ligne et stockage, est-ce qu'un acteur comme ça doit avoir l'espace pour stocker les fichiers? On a des serveurs chez nous, mais est-ce que c'est une demande qui reste ou est-ce que c'est quelque chose que, en fin de compte, les entreprises, les services gèrent eux-mêmes in the cloud avec des entreprises compétentes? Dans quel secteur d'activité ça se développe? Moi, je suis spécialiste pour le secteur public et la recherche, mais je vois très bien qu'on commence à répondre à des appels d'offres. Il y a d'autres secteurs qui sont très intéressés par la numérisation, voulu tout simplement, ça baisse. L'évolution de l'offre par les prestataires des tarifs baisse en hausse. J'ai aucune idée. J'observe. J'ai l'impression que ça reste stable depuis des années, mais je dois me tromper, ça ne peut pas être ça. J'ai l'impression qu'il y a une concentration sur le marché en France depuis que j'ai sous-traité ça autrefois pour le CNRS. Donc il y avait pas mal d'acteurs à l'époque. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins, où il y en a toujours plusieurs, mais qui appartiennent au même groupe. Est-ce qu'ils spécialisent, oui ou non? Cette intégration verticale, est-ce qu'on l'observe ou est-ce que ces prestataires sur le marché avec lesquels vous travaillez sont des courtiers qui préfèrent travailler avec d'autres, puis des équipements
Donc, où on va au niveau des équipements, donc nos collègues ils vont régulièrement du salon, avec notre propre fournisseur. On essaie de se tenir au courant, donc j'en profite pour poser la question. Peut-être que vous avez des idées aussi par rapport au logiciel. Et puis, par rapport au marché de l'emploi, quels sont les profils aujourd'hui, quelles sont les compétences qui sont demandées? Est-ce que c'est plus de la polyvalence? C'est-à-dire qu'on a besoin des gens qui savent numériser en même temps qu'ils savent faire autre chose, qui sont spécialistes de leur domaine, ou qui savent gérer les formats, les données, ou est-ce qu'on continue à avoir besoin des techniciens de numérisation de sucre? Qu'est-ce qu'on sait des formations qui mènent à ce genre de métier et du nombre de postes? Donc voilà, ça c'est les 3 slides avec les questions. Je n'ai pas de certitude, j'observe, on discute régulièrement en interne ici avec les collègues vers où on va, où on pourrait aller, où on peut aller. Je n'ai pas de certitude, donc j'en profite. Merci. Vous pouvez mettre ça si vous voulez. Oui. En fait, je vais démarrer parce que je peux répondre rapidement. Oui. En fait, du coup, je vais démarrer par la fin. Voilà. Alors, sur le marché de l'emploi, là, je vais parler principalement, de toute façon, on parle prestation de services. Hein, donc, moi, je vais parler de ce que je connais sur les techniciens eux-mêmes de numérisation. Aujourd'hui, sur le secteur de la numérisation du patrimoine en tant que tel, les postes de techniciens, les profils vont être très divers parce que ça va complètement dépendre de l'entreprise. Voilà. Dans l'ancienne entreprise dans laquelle j'étais, moi, pour avoir recruté beaucoup d'opérateurs, je choisissais plutôt des personnes qui étaient à l'aise avec l'informatique, tout simplement, et qui avaient un intérêt à travailler avec le patrimoine. Voilà. Alors un intérêt, c'était un intérêt personnel, hein, c'est-à-dire qu'ils trouvaient ça effectivement... il y avait un affect, on va dire, avec l'idée de travailler avec des documents patrimoniaux, avec de l'aspect culturel. Ce qui ne signifie pas que les gens avaient un profil particulier par rapport à ça. Donc on était avec des gens qui avaient un nouveau bac, voilà, et pour lequel on les formait à ce matériel, puisqu'il n'y a pas de diplôme en fait pour l'utilisation de ce matériel. Il n'y a pas de CEP ou de BAP, il n'y a pas de bac pro, enfin il n'y a pas de diplôme en fait sur ces postes-là. Donc toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur-là ont été formées à un moment donné à un outil. Donc d'ailleurs souvent ils savent utiliser une machine, un matériel d'une marque précise en plus. Voilà. Et après, une fois qu'ils sont au sein de l'entreprise, ils vont être formés peut-être à un 2e modèle, un 3e modèle, une autre marque. Mais là, ça va vraiment être tributaire du prestataire chez qui ils sont. Donc ça, c'était comme ça chez mon ancien employeur. Je sais que chez d'autres employeurs, il y avait des profils plutôt photographes. Voilà. Ils allaient prendre des photographes et ils venaient rajouter une formation sur l'utilisation de ces scanners-là spécifiques à la numérisation du patrimoine. Mais ils se disaient qu'ils n'avaient pas besoin de faire la formation sur la qualité de l'image, sur la prise de vue, voilà, sur tous ces aspects-là, ou sur l'aspect aussi de contrôle qualité de l'image, puisque forcément ça parle à un photographe tout de suite. Principalement, c'est ces 2 tendances-là qu'on voit. C'est-à-dire que ce soit vraiment des profils photographes purs, qui se sont un peu spécialisés voilà, dans le secteur de la numérisation, sur l'utilisation des scanners. Après, il faut savoir aussi qu'il y a quand même une bonne partie de la numérisation patrimoine qui va être faite aussi avec, de toute façon, du dos numérique, où le photographe va avoir aussi toute sa part d'expertise, déjà. Donc voilà sur les profils même des techniciens. J'ai évité, quand j'ai fait ce diapo-là, au début, il y avait une photo de la machine de Google. Google a utilisé pour numériser du livre massivement. Et vous savez très bien pour quelle raison, et je crois que d'autres dans la salle aussi, c'était une machine qui tourne les pages toute seule. Et on n'a pas besoin de technicien qui vérifie chaque page, donc il suffit un technicien, de ce que j'ai vu chez
chez un des grands acteurs ici en France, qui servait plusieurs machines en même temps. C'est ça. Voilà, donc autrement dit, le profil est complètement différent, et c'est plutôt la maintenance d'une machine, le paramétrage, qu'est-ce que vous dites j'ai enlevé ça pour que ce ne soit pas trop déprimant, mais si une des questions par rapport à l'équipement, où on va par rapport à ça? Est-ce que ça va vraiment vers l'automatisation? Parce que ça, pour l'instant, je ne le vois pas. Non. Non. Alors, il y a toujours ces fameuses machines, il y en a quelques-unes qui sont bien connues, effectivement, qui permettent de tourner les pages. Effectivement, on va avoir un technicien pour 3 machines, généralement. Ouais. Souvent pas plus parce qu'en fait l'automatisation a ses limites, parce que c'est fait par aspiration, donc il faut avoir correctement calibré quand même le grammage estimé de la page. Donc on se doute bien que sur des documents anciens qui a été utilisé, ça reste très compliqué. Donc la machine s'arrête quand même souvent. Voilà. Entre la productivité annoncée sur la plaquette commerciale du constructeur et ce qu'en production ils réussissent à faire, voilà, non, c'est pas. Il y a un gros écart quand même, clairement. Donc non, l'automatisation, elle n'existe pas véritablement dans le patrimoine. Je ne pense pas qu'elle pourra. De toute façon, elle ne s'est toujours pas imposée et je ne pense pas qu'elle s'imposera. Il y a vraiment toujours besoin de cette validation humaine, véritable. Et de la manipulation à la main du document. Enfin, seule la main humaine peut savoir le degré de pression à mettre sur une page ou pas, sur la manipulation du document, sur comment ouvrir correctement une reliure aussi, enfin ce genre de choses pour éviter la dégradation en fait du document. Là-dessus, je pense que la main humaine a encore beau jour là-dessus. Par contre, les machines se perfectionnent, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est qu'il y a des nouveaux modèles qui continuent d'arriver, qui continuent d'être créés selon les marques, et qui continuent d'aller plutôt dans un sens d'amélioration de confort pour le technicien, mais également d'amélioration de qualité. Donc ça va être justement de permettre une meilleure mise à plat du document, de réussir à faire des numérisations à 90 degrés et donc arriver à aller capter les informations dans les fonds de cahier qui étaient difficiles avant et sans forcément avoir recours à des logiciels qui vont retraiter l'image et les questions de courbure. Voilà. En fait, aujourd'hui, l'amélioration technique, elle est plutôt là-dessus. Et du coup, pour rebondir sur la question des tarifs, parce que tout ça a aussi un coût, c'est-à-dire que l'évolution des machines fait que les machines sont aujourd'hui plus chères qu'elles ne l'étaient il y a encore 5 ans sur le marché. Mais, et là je me rejoins quand vous me disiez que vous avez l'impression que les tarifs étaient stables, effectivement les tarifs restent stables. Ils ont considérablement chuté il y a 5 ans à peu près. Parce qu'il y a eu plusieurs acteurs sur le marché, parce qu'il fallait se démarquer et qu'il y a eu une concurrence assez féroce entre les prestataires de numérisation patrimoniale. Et donc il y a eu une baisse très conséquente des tarifs. Suite à ça, la baisse est très peu conséquente depuis ça. Et aussi parce qu'on arrive au point d'équilibre où à un moment donné, le prestataire peut difficilement aller plus bas aussi. Voilà, en termes d'équilibre économique de sa structure. Néanmoins, il continue d'acquérir de nouvelles machines aussi. En fait, je pense que le gain, il est là aujourd'hui, en tant que prestataire de service, c'est de pouvoir offrir un tarif à peu près stable au fur et à mesure des années, mais en ayant en face des modèles plus performants de scanner. Voilà. Et là, je savais plus prestataire. Je regarde les organisateurs. Est-ce qu'il y a encore la possibilité pour une question de la salle? Pourquoi? Maintenant, c'est des beaux projets après, mais une question peut-être de la salle. Alors, ou à l'autre, ou à vous deux. Oui?
Oui, normalement ça marche, merci. Oui, j'avais une question pour madame, notamment. Vous disiez que, parallèlement à tout ce travail de numérisation, il y avait toute la mémoire de l'entreprise portée par des gens qui étaient souvent depuis longtemps dans la structure, qui a aidé aussi à la connaissance des documents, etc. Comment vous appréhendez cette question de la mémoire vivante associée aux documents matériels et physiques? Alors, pour moi, ça va vraiment être une complémentaire. Pour moi, ça doit être vu comme quelque chose de complémentaire. C'est-à-dire que, premièrement, souvent on se rend compte qu'il y a toujours des traces d'un document quelque part, donc qui quand même, qui est à l'origine. Donc pour moi, c'est important effectivement d'accompagner les acteurs pour retrouver. On a fait une chasse au trésor dans cette entreprise, c'est vraiment pour aller retrouver les documents. Et à côté de ça, à côté de ces documents, je pense que cette mémoire-là, véritablement, elle doit aussi être captée. Alors moi, ça m'a beaucoup intriguée l'année dernière quand je suis arrivée dans cette entreprise. Et c'est par ce biais-là que je me suis rapprochée d'archivistes qui étaient spécialisés dans les archives orales et dans la production d'archives orales. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas jusqu'à l'année dernière. Voilà, c'est-à-dire que numériser des documents audio, ça oui, vidéo, très bien, je voyais très très bien. Mais en fait, est aussi en train de se mettre en place cette création de production d'archives orales, c'est-à-dire vraiment ce principe d'interviewer des gens et d'avoir une vraie démarche d'historien, en fait, avec ces personnes-là, et de créer un parcours mémoriel avec eux pour leur faire ressortir de leur mémoire toutes les informations qui pourraient être intéressantes pour l'entreprise et de le garder en vidéo. C'est-à-dire que le but est vraiment ensuite de le garder en vidéo et bien entendu d'en faire des retranscriptions ensuite derrière et d'avoir un document natif de préférence numérique derrière qui sera gardé dans l'entreprise. Mais pour moi, les deux doivent être liés. Ok, merci beaucoup. Et puis, voilà, je crois qu'on a terminé. Merci à vous.